nations, au niveau des structures, avec une alliance mondiale de lutte contre la faim. C'était un objectif du président Lula et l'objectif était d'accélérer le processus de lutte pour l'éradication de la faim, favoriser le développement durable. Et cela, il faut le faire avant 2030. Et j'espère, et je suis, on peut dire, assez conscient que les travaux de cette alliance permettra d'obtenir des résultats concrets. La Russie participe à ce mécanisme et a déjà annoncé un certain nombre de projets qui vont être en cours de réalisation à l'aide des élaborations que nous mettrons en place. Nous travaillons avec les pays, notamment les pays émergents. Nous travaillons en matière de nourriture, de développement agricole, etc. Nous travaillons sur différentes technologies. Nous mettons en place une méthode et nous avons confirmé notre attachement de principe au fait que le G20 est avant tout un forum économique. C'est le but dans lequel il a été créé et son objectif était d'établir un dialogue concret entre les pays, disons, développés et les pays émergents pour trouver des moyens d'évolution, notamment sur le plan agricole, et surmonter l'ensemble des problèmes tels que la pauvreté, l'inégalité, et de faire en sorte que toutes ces institutions internationales fonctionnent correctement dans le cadre de la Charte de l'ONU, avec le principe de souveraineté des États, ce qui n'a jamais figuré dans la politique des pays occidentaux. Et aujourd'hui, la vie oblige les pays de BRICS et les pays qui travaillent avec les BRICS à agir de façon beaucoup plus coordonnée. Et cela concerne l'ensemble de la communauté internationale. Nous cherchons à mettre en pratique les principes de la Charte et dans son intégralité, non pas en choisissant tel ou tel point comme dans un menu, dans leur cohérence et leur intégralité. Donc vous avez lu la déclaration finale, vous avez vu que c'est un document qui est complexe, global et qui correspond, si on analyse sa teneur principale, il s'attache donc aux relations internationales dans l'esprit de pluralisme, d'égalité, pour lutter les inégalités, tant entre les États que au sein de ces États eux-mêmes, puisque l'inégalité et les objectifs qui ont été fixés avec l'objectif d'éradication de la famine cherchent de plus en plus à favoriser le développement des pays et réduire le nombre de gens qui sont en deçà du seuil, alors que ce chiffre augmente aujourd'hui. Et donc il y a ces formes d'inégalité qui existent sur le plan international et qui sont le résultat de pratiques coloniales et néocoloniales de la part de nos collègues occidentaux. Et donc c'est le résultat de domination de l'Occident qui s'est imposé pendant plusieurs siècles. Et donc là, ici, la majorité s'est attachée à maintenir cette action économique et notamment la volonté de résoudre les différents conflits qui existent dans le monde. Nous sommes mis d'accord avec ça. Nous avons été aussi d'accord sur la déclaration finale de G20 de l'an dernier qui s'était tenue à New Delhi et les pays occidentaux ont bien évidemment tenté d'ukrainiser le contenu de cette déclaration. Ils n'ont pas réussi parce que les pays de la majorité mondiale du Sud n'ont pas permis cela et nos collègues des pays émergents ont insisté pour que le texte final soit dédié aux questions des conflits qui aujourd'hui se maintiennent sur notre globe et notamment avec la question du sort tragique des Palestiniens
et en raison de différentes ingérences dans la région du Proche-Orient. Il y a aussi un paragraphe sur l'Ukraine. Nous nous sommes mis d'accord parce que nous avons vu là un appel honnête à trouver une solution en faveur de la paix. Donc il y a une circonstance importante, c'est que, et c'est ce que j'ai dit à propos de la charte de l'ONU, il y a aussi des paragraphes dans ce texte, et c'est même le début de ça, qui impose de trouver des solutions de paix sur la base du droit international, conformément, je le répète, à l'intégralité de la teneur de la charte de l'ONU. Et dans le cas de l'Ukraine, on voit bien que les pays occidentaux ne voient ici que le principe de souveraineté territoriale. On parle des frontières de 1991, des territoires sur lesquels, depuis des siècles, ont vécu des Russes, ces Russes dont les droits sont aujourd'hui brimés par le régime néo-nazi de Kiev. Ça, c'est le premier article qui dit qu'il faut respecter les droits des gens, indépendamment de leur langue, de leur race, de leur confession, etc. Et en ce qui concerne la question de la région, les pays occidentaux continuent à dire que ça, Zelensky défend les valeurs européennes, c'est ce qu'ils nous disent, et donc et qu'il continue à s'occuper de ces territoires. Et donc, c'est une honte. Et donc, la question essentielle, si on revient à l'ordre du jour économique, il y a cette réforme des principales institutions internationales, et la plupart des délégations des pays du Sud ont constaté la surreprésentativité des pays occidentaux qui n'ont pas le droit, pour des raisons morales, de défendre leur position prééminente, mais aussi qui ne tiennent pas en compte des réalités. Le monde est en évolution. Au cours des dernières décennies, il y a beaucoup d'évolution. Le monde a aujourd'hui un nouveau visage. Nous avons 37% de la population qui représente ici le G20 et en dessous de 35% de la population mondiale, en dessous de ce que représentent les BRICS. Et bien entendu, ne serait-ce que parce que les taux de croissance des pays des BRICS, en moyenne de 4%, et G7, pour le G7, c'est 2 fois inférieur. Et nous gardons à l'esprit le sommet de Kazan du 24 au 26 octobre, et qui a rappelé l'importance des pays du Sud, et qui a montré aussi, d'après l'évolution des experts, c'est que le BRICS représente maintenant un ensemble d'instruments autonomes, indépendamment des velléités occidentales en matière de règlement financier, d'investissement, de bourse, etc. C'est un travail qui a été lancé, il est évoqué aujourd'hui. Personne ne veut fermer les institutions qui agissent depuis la guerre. Il y a le FMI, il y a les autres organisations, l'OMC, la Banque mondiale, et donc il y a beaucoup de problèmes avec le fait que les pays occidentaux contrôlent ces organismes, maintiennent ces positions, et parallèlement, on a parlé de la création d'instruments qui ont une utilité directe ici. L'objectif des BRICS au sein des 20, c'est de renforcer leur rôle, leur influence. C'était manifeste l'an dernier déjà à New Delhi et il y a 2 ans en Indonésie. Et aujourd'hui, c'était particulièrement visible. Donc, ce renforcement des positions des BRICS, nous avons eu déjà l'an dernier la réunion des dirigeants en Afrique, et cette année, la présidence brésilienne a invité d'autres représentants. Il y avait la représentante de la nouvelle banque des BRICS et des représentants des pays arabes. Et
déclaration finale confirme la nécessité de renforcer la voix des pays de la majorité mondiale dans tous les organes politiques et économiques, jusqu'au FMI, à la Banque mondiale et bien sûr la remise en activité de l'OMC, notamment pour l'organe de règlement des litiges, puisque en fait il est régulièrement bloqué par les représentants américains qui tiennent en otage ceux qui en font partie. Donc le FMI et la Banque mondiale, depuis plusieurs années, on a vu les pays du Sud soutenus par la Russie demander un renforcement de leur représentativité dans ces institutions, dans la Banque mondiale, pour que cette part représente leur véritable poids mondial. Et nous avons rappelé cela dans la déclaration du G20. Tous nos efforts précédents visant à faire évoluer la situation ne fonctionnaient pas, puisque les pays occidentaux imposaient leur thèse dans tous les domaines et faisaient tout pour que ces bonnes intentions demeurent sur le papier. Donc, dans nos interventions, je suis intervenu 2 fois au général et aussi en matière de sécurité alimentaire. J'ai fait découvrir les travaux de nos pays en matière de réalisation du président Poutine pour la mise en place d'un grand partenariat international avec l'organisation de Shanghai, avec l'ASEAN et d'autres institutions sur notre continent. Et nous regardons tout cela comme la base d'une nouvelle architecture de sécurité eurasiatique avec la participation de tous les pays du continent. Nous avons montré notre intention de participer à la résolution du problème de la faim, et il y a ici de grands fournisseurs de biens alimentaires qui peuvent, parce que la Russie ne peut pas tout proposer, mais en tout cas, dans beaucoup de domaines, nous établissons des bons contacts de coordination avec beaucoup d'acteurs de ce marché. Il est aussi question de produits d'autres technologies d'origine russe qui intéressent de plus en plus nos partenaires en Afrique, en Asie, dans le continent américain. Et donc ici, il y a ce travail qui a été un travail important qui a été fait cette année. Ce sont les résultats des précédents sommets en 2022 en Indonésie, en 2023 en Inde, et la prochaine présidence sera celle assurée par l'Afrique du Sud. Donc on a donc une continuité des présidences de pays des BRICS, et les Sud-Africains ont déjà annoncé leur volonté de contribuer à cette réforme des institutions internationales pour une plus grande représentativité des pays du Sud et continuer à lutter contre la faim et les autres problèmes de santé et les problèmes spécifiques au continent africain. Et notre dialogue avec l'Afrique dans la formule de partenariat que nous avons lancé l'an dernier lors de notre sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg et qui a été confirmé à Sochi il y a 2 semaines dans notre première réunion, conférence ministérielle Russie-Afrique. Nous travaillons avec nos amis africains. Donc il y a une coordination, un travail de coordination. Voici donc les appréciations que nous avons. L'interprète présente ses excuses, la question est peu audible. Comment la Russie et le Brésil agissent-ils au niveau des BRICS et à l'intérieur? Donc les pays occidentaux spéculent beaucoup là-dessus. Ils ont une manière de tout retourner pour dire toujours que
c'est toujours quelqu'un d'autre qui est responsable, c'est pas eux. En matière de sécurité alimentaire, le président Poutine a donné des exemples très concrets des émissions pendant la période de pandémie. L'Union européenne et les États-Unis ont imprimé toutes sortes de billets pour inonder le marché, et ce qui est en période d'isolement pour que les prix augmentent. Et ce qui avait été le cas. De notre côté, nous avons toujours concrétisé les demandes des différents pays. Il y a la question d'utilisation des ports occidentaux pour l'exportation de nos produits, l'expédition de nos produits tels que les engrais, et les entreprises occidentales, par exemple Lloyd, a déclaré par exemple tous les ports russes zone de guerre, et donc a interdit à tous les autres pays de travailler dans des conditions normales, et donc ils ont doublé les polices d'assurance pour l'instant. Donc on continue à nous imposer des restrictions, des limitations, c'est-à-dire qu'on nous a bloqué les chaînes logistiques qui étaient normales pour accéder aux pays du Sud. Et maintenant, c'est nous qu'on accuse, puisque les Russes ont déclenché la guerre. Voilà, évidemment, c'est très clair, mais tout cela n'est pas sérieux, surtout de la part de gens qui ont quand même donnent quand même l'impression d'être des adultes et qui continuent à agir de cette façon sans vergogne. Et comme je l'ai déjà dit, l'idée de l'alliance consiste justement à travailler avec les pays. La Russie a été un des pays à lutter pour que le développement durable, en l'occurrence il s'agit de l'éradication de la faim et de la pauvreté à l'horizon 2030, pour que tous les participants, tous les acteurs du marché, tous ceux qui peuvent apporter une contribution puissent accélérer ce processus. Et comme je l'ai dit, nous avons une expérience ancienne en matière bilatérale. Nous avons des programmes, notamment en alimentation scolaire, notamment avec nos voisins en Asie centrale, mais aussi en Amérique latine, en Afrique, en Asie, et nous avons des programmes de soutien à l'agriculture, notamment au niveau des fermiers en Russie qui se développent beaucoup. Nous avons ici des données sur la moisson qui nous réjouissent chaque année et qui nous permettent d'exporter de plus en plus. Donc, il y a ici une expérience que nous avons et nous pouvons tout à fait travailler avec les autres. Par exemple, nos amis algériens nous ont dit, le président Tebboune est venu récemment à Moscou, il a dit, ils ont besoin d'engrais, il a dit, mais je préférais, on peut vous en acheter, mais on préférait produire dans notre pays, évidemment. Donc chaque pays ici a parlé de cette alliance. Il y a la possibilité de travailler d'une façon ou d'une autre à contribuer, notamment dans le programme alimentaire mondial, la FAO par exemple, qui est une organisation de l'ONU. Il y a d'autres structures. Les dirigeants étaient présents lors de la réunion, lors de la création de l'Alliance, et je pense que ce sont de bons débuts, et je pense que les Brésiliens, auteurs de cette initiative, n'abandonneront pas ces travaux. Ils vont suivre cela de près, ils vont travailler à la mise en œuvre, et nous allons les soutenir. Comment s'est passée la formulation de déclaration s'agissant de la situation au Proche-Orient? Vous savez, bien sûr, l'Occident n'a pas
trop discuter de cette question, mais s'agissant de ce conflit, eh bien, on ne peut pas éviter les discussions. Il y a eu des tentatives de la part de l'Occident de renverser les évaluations s'agissant de l'aspect tragique de la situation de la population de Gaza. Il y a eu des tentatives de mettre le paragraphe après la situation en Ukraine, mais ils n'ont pas réussi à faire cette manipulation, ce jonglage. Et la plupart des pays ont refusé de considérer que ont considéré que le G20 devait s'occuper en priorité de Gaza. Et s'agissant de mettre les choses avant ou après, eh bien, bien sûr, dans les conflits, dans tous les conflits, il s'agit de résoudre les problèmes et de régler ces conflits. Et évidemment, cela a été considéré comme quelque chose de désagréable. Bien sûr qu'il y a des victimes civiles et des coups portés contre les infrastructures. C'est une circonstance intéressante parce que parmi les victimes civiles, en une année, l'opération d'Israël en Palestine, les victimes palestiniennes, donc des enfants, des femmes, la quantité de personnes, c'est 45 000 personnes. C'est presque 2 fois plus que la quantité de victimes civiles des deux côtés en 10 ans depuis le coup d'État des deux côtés dans le conflit ukrainien. Cela montre un peu ce qui se passe en Palestine et comment on peut suivre. Et deuxième chose qui a été mentionnée, c'est le caractère inacceptable des coups portés aux infrastructures civiles, que ce soit des dizaines d'hôpitaux, des bâtiments civils. Et les Occidentaux essaient de freiner les exigences de cesser-le-feu. Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi les infrastructures, il y a aussi Nord Stream, où nous continuons de demander une enquête internationale transparente. S'agissant des BRICS, vous avez partiellement parlé de la réforme des institutions internationales, mais quels sont les intérêts des pays et quels changements faudrait-il? Est-ce que tout ceci demeure d'actualité et est-ce qu'il faut une réforme d'ensemble? Vous savez, dans la déclaration, les choses ont été écrites. Oui, les réformes sont d'actualité. S'agissant des institutions mondiales, il y a en premier lieu le Conseil de sécurité. La partie politique, c'est un sujet connu qui exige un consensus. Et sinon un consensus, au moins un consentement large de l'ONU, parce que un vote, la charte prévoit que s'il y a une majorité qualifiée des 2 tiers, eh bien, les choses peuvent être adoptées. Malheureusement, il y a un tiers qui n'est pas prêt pour l'instant à adopter un modèle de réforme. Et le Conseil de sécurité, le problème, c'est le Conseil de sécurité perd de sa légitimité. Et certains pays ne veulent pas l'ajout de nouveaux États. Et il y a d'autres pays qui exigent, y compris parmi les membres permanents, qui
ne veulent pas de nouveaux membres permanents. Nous pensons à l'Inde, au Brésil, qui ont fait part de leur souhait de devenir membres permanents. Mais pour que ce soit juste, il faut que cela se fasse en tenant compte aussi des intérêts africains. L'Occident essaie d'affaiblir ce processus en disant que oui, il faut s'élargir. Mais les Américains ont dit qu'ils soutenaient l'Inde, l'Allemagne et le Japon. Pourquoi l'Allemagne et le Japon alors que ça n'apporterait aucune valeur ajoutée au Conseil de sécurité. L'Occident, là aussi, donc vous savez, 6 membres sur 15, ce sont des Occidentaux. Et donc c'est pas juste. Dans le domaine économique et financier, il y a le FMI. Là aussi, il faut une réforme des quotas et des droits de vote. Là aussi, un frein est mis, et c'est pas la première année. Les États-Unis ne souhaitent pas se confronter aux réalités économiques du monde, et c'est pour ça qu'ils essaient de bloquer le processus d'une formation d'un monde multipolaire, de manière ainsi ils essaient de préserver leur hégémonie, que ce soit par le dollar, le FMI, la Banque mondiale ou l'OMC. Au BRICS, il y a une infrastructure qui se met en place, non pas contre les institutions de Bretton Woods, mais parallèlement à elles. Et ensuite, il y a l'OMC, l'organe de règlement des différends. Il devrait y avoir un quorum. Malheureusement, le quorum d'experts n'arrive pas à se réunir, donc le système est bloqué. Et les mécanismes sont bloqués lorsqu'on a vu que on a demandé à la Chine de sortir. Et c'est un système qui a été créé par les Américains. Et l'économie chinoise a montré qu'elle était plus efficace que l'économie américaine. Et donc il y a un blocage de l'instance de règlement des différends, et cela pose un véritable problème. Alors on a essayé de mettre en place un protectionnisme de plus en plus agressif, mais aujourd'hui on voit notamment ce qui se passe avec les voitures électriques venant de Chine, et Ursula von der Leyen a dit qu'elle faisait cela parce que les voitures électriques sont trop bon marché, et du coup ça va gêner notre industrie automobile. Donc vous vous rendez compte, on empêche d'entrer des biens de consommation bon marché alors qu'il y a de la demande. Mais les consommateurs, évidemment, apprécieront, mais il y a un véritable problème lorsque des pays en développement meurent de faim alors que les Américains, par exemple, ont acheté des céréales qui étaient prévues pour l'Ukraine. Donc, du blé ukrainien, il faudrait, là on peut l'acheter sans problème, mais par contre, des voitures bon marché venant de Chine, ça n'aurait pas le droit de les acheter. Il s'agit d'une conception assez étrange, où de plus en plus de capitales ne veulent pas écouter Bruxelles, ne veulent pas écouter les bureaucrates, et bureaucrates qui ne sont pas élus et qui mènent une politique qui convient aux États-Unis en Europe.
avec de l'énergie plus chère, qui coûte 3 ou 4 fois plus qu'aux États-Unis, ce qui pose des problèmes pour l'international. Donc, vous savez, il y a beaucoup de faits. Alors, nous avons, donc j'ai parlé de la question de l'approvisionnement et de la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, pas simplement pour la Russie, mais pour l'Union européenne aussi. Dites-nous, au sommet, est-ce que vous avez discuté de la représentativité et de la permission aux Américains d'envoyer des missiles sur notre territoire? Quelle est l'opinion générale? Et malgré ce qui a été permis, est-ce que pour l'instant il n'y a pas eu d'autorisation officielle? Il y a eu une frappe d'Atacam contre Bryansk. Est-ce que tout ceci est lié aux déclarations qui ont été faites? Alors, comment puis-je savoir ce qu'écrit le New York Times est vrai ou pas vrai? Je ne sais pas. Ce qui est de Atacm, donc les frappes sur Bryansk, eh bien, il y en a eu plusieurs. C'est un signal sur le fait qu'ils veulent une escalade. Et sans les Américains, utiliser ces missiles est impossible. Et notre position changera si quelque chose est approuvé au-delà de 300 km, puisque ils disent maintenant, voilà, nous allons frapper au-delà de 300 km. Le problème, c'est que tout le monde écrit, Borrell a dit que c'était officiel, les Européens en ont discuté, mais on dit que chacun ferait comme il veut, chacun prendrait ses décisions. Il permettra d'utiliser ces armements. Je ne vais pas tergiverser là-dessus. Il y a une doctrine officiellement, donc on a renforcé ce que le président a fait savoir de manière publique, et j'espère que cette doctrine va prévaloir, mais pas seulement cette doctrine, également la Charte des Nations Unies. Et on m'a demandé, est-ce que les bruits de couloir sont vrais ou pas vrais? Je ne sais pas. Mais pour ce qui est de notre sécurité, ce que nous devons savoir, c'est que le président a dit que nous l'avons renforcé dans un document officiel. Les médias ont parlé d'une photo où Macron serre la main. Est-ce que c'est juste un jeu pour les caméras? Vous savez, en principe, il y a des gens qui se connaissent, et si entre les pays représentés il y a de profonds désaccords, mais si les gens se retrouvent nez à nez dans un lieu public, il est normal, s'ils se connaissent, eh bien, qu'ils se saluent les uns les autres. Je crois que ce qui n'est pas normal, c'est, à mon avis, quand beaucoup de dirigeants européens évitent les représentants de la Fédération de Russie quand ils sont dans les couloirs. Mais j'ai donné un exemple au sommet en Inde. Nous attendions un événement et je suis rentré dans une salle où s'étaient réunis des participants. Il y avait 2 dirigeants africains qui étaient assis autour de la même table que Michel.
Et je les connaissais personnellement, on s'est salué, et je me suis retourné et j'ai voulu serrer la main de Michel et il a fait demi-tour. C'est tout simplement quelqu'un de mal élevé, c'est tout. Monsieur le ministre, au G20, Olaf Scholz a répété que les Allemands n'avaient pas l'intention de permettre aux Ukrainiens d'utiliser les Taurus sur le territoire russe. Donc, est-ce que cela provient-il des discussions du chancelier avec Poutine? Est-ce qu'il y a des divergences dans le camp occidental? Vous savez, nous voyons les mêmes faits et nous les analysons comme diplomates, comme journalistes. Mais si, comme vous l'avez dit à juste titre, Scholz a des positions de principe, malgré les Verts, malgré les pressions qu'il a pour donner ses autorisations, la position actuelle de Scholz est une position responsable. Le fait qu'elle soit différente des positions des Britanniques et des Français, c'est un fait. Russian News, à votre avis, ne pensez-vous pas que la politique agressive de la France, en particulier sur les derniers événements vis-à-vis de la Russie, est-ce qu'elle sort la France des discussions sur des questions importantes, notamment s'agissant des questions de sécurité, des questions de lutte contre la faim? Est-ce que la France est exclue du fait qu'elle elle est exclue de la résolution à ces questions? Je me souviens d'experts français. Je peux simplement citer le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui, il me semble, il y a un an, peut-être un peu plus, en août de l'année dernière, qui avait exigé, s'était inquiété sur le fait que les prix étaient 4 fois plus élevés, les prix de l'énergie, qu'aux États-Unis. Il y a des caractéristiques sur le fait que, en soutien au régime de Kiev, et Macron avait dit, en pratique, qu'il y avait qu'il fallait infliger à la Russie une défaite et donc justement il y avait eu des formations pour les soldats ukrainiens qui participaient directement au combat. Et ensuite, il y avait des discussions sur est-ce qu'on pouvait utiliser des missiles Scalp, des missiles français, qui sont identiques aux Storm Shadow britanniques. Mais nous avons vu beaucoup de reportages depuis Paris où tout le monde n'était pas forcément d'accord. Donc on a vu ce qui s'est passé dans les rues, les protestations, et nous ne pouvons pas prendre des décisions à leur place. Ils ont leur propre constitution, leurs lois et une grande expérience sur les protestations de rue. Mais pour ce qui est des vecteurs énergétiques, Ursula von der Leyen a dit que les Américains, le gaz de schiste américain est moins cher que le gaz russe. Et lorsque ces experts ont rigolé et lorsqu'on a demandé à son secrétariat de presse, il a dit, elle voulait dire que ce n'était pas meilleur marché du point de vue économique, mais c'était meilleur marché du point de vue politique. Donc, elle pensait que acheter du gaz russe, c'était cher d'un point de vue politique.
s'agissant de la réputation. Mais comment on peut comprendre ce genre de logique? Est-ce que vous pourriez dire ce que vous pensez sur... Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit jusqu'à présent? Je voulais poser ma question en anglais. Allez-y. Monsieur le ministre, quelle est l'opinion de la Russie sur l'initiative sino-brésilienne, sur la discussion notamment à New York en septembre, donc sur le fait que, est-ce que vous pensez qu'il y a une escalade et est-ce qu'il pourrait utiliser les missiles à longue portée? Donc, sous les circonstances actuelles, j'aimerais vous demander quelle est l'opinion de la Russie sur l'initiative du Brésil et de la Chine pour parvenir à une solution. Écoutez, sur la décision des États-Unis de permettre au régime ukrainien d'utiliser les missiles jusqu'à 300 km de portée, nous avons lu ce que le New York Times a publié à ce sujet. Il n'y a toujours pas de confirmation de la Maison-Blanche, du Pentagone, mais nous prenons des positions sur ce qui se passe réellement. Et réellement, les ATACMS sont utilisés, y compris ce matin en Russie, contre la région de l'oblast de Bryansk, en Russie, qui est à la frontière ukrainienne. Et nous croyons comprendre que c'est ce qui se passe. Donc toute modification d'une utilisation de ces missiles ne peut pas être utilisée sans les Américains, y compris la programmation et le ciblage. Donc si des missiles à longue portée sont utilisés depuis l'Ukraine sur le territoire russe, cela signifiera qu'ils sont manipulés par les experts militaires américains et nous considérons cela comme une nouvelle phase de la guerre occidentale contre la Russie et nous réagirons en conséquence. Maintenant, s'agissant de la position de Trump sur l'Ukraine, je ne peux pas deviner ce qu'il a dit. Il est le président apparemment de la paix et pas le président de la guerre. Et les politiciens, en particulier ceux qui ont déclaré qu'ils préféraient la paix à la guerre, méritent du soutien en général. C'est la même chose pour le Brésil et la Chine, ils veulent la paix. Et c'est donc des intentions que nous pouvons que saluer. S'agissant des activités pratiques du groupe des Amis de la Paix, ils se sont réunis en septembre. Au moment de l'annonce de la création de ce groupe, ils prévoient d'organiser une prochaine réunion en novembre à New York. J'ai parlé hier avec le ministre chinois et nous allons suivre ces activités et nous nous attendons à ce que ce groupe tienne compte de l'initiative du président Xi Jinping prise en février 2023. C'était une initiative de sécurité mondiale, pas pour l'Ukraine, pour la Palestine. Non, une démarche d'ensemble s'appliquant à tous les conflits, avec des éléments clés qui ont été formulés dans le cadre de cette initiative, à savoir que dans tout conflit, s'attaquer aux causes radicales et se concentrer sur l'élimination de ces causes. Et je considère donc que depuis que la Chine est
co-auteurs de cette initiative et que donc ils sont à l'initiative de ce document qui insiste sur la nécessité de s'attaquer aux causes radicales de tout conflit. Eh bien, cela doit s'appliquer à l'initiative ukrainienne de la Chine et du Brésil. Et les causes radicales, bien sûr, et les tentatives d'affaiblir les intérêts de sécurité de la Russie en attirant l'Ukraine dans l'OTAN et en s'attaquant aux infrastructures. Ensuite, il y a une deuxième cause. Après le coup d'État de 2014 en février, le matin suivant, un document a été signé avec l'opposition, la Pologne, la France et l'Allemagne, qui avaient garanti l'accord. Et ils ont dit, mais écoutez, la démocratie prend parfois des tournures inattendues. Donc ils ont appuyé le coup d'État. Et dès lors, le régime qui s'est installé aux commandes de façon illégitime a adopté toute une série d'éléments. Déjà en 2017, bien avant l'opération spéciale, d'éradiquer toute éducation russe, tout média russe, toute représentation culturelle russe. Et récemment, ils ont interdit l'Église orthodoxe canonique. Et tout cela se fait en dépit et en violation de la Charte des Nations Unies, à savoir le respect des droits de l'homme, quelle que soit la race, le sexe, la langue ou la religion. L'article 1er de la Charte est violé de façon flagrante par le régime de Kiev et l'Occident, qui est très préoccupé des droits de l'homme lorsqu'on parle de la diversité biologique, eh bien là, tout d'un coup, il ne s'intéresse plus à ce qui se passe. Lorsque le régime qui est installé par eux, si vous voulez, eh bien, ce régime peut enfreindre les intérêts de populations qui sont des citoyens de l'Ukraine. La plupart, en tout cas, seraient beaucoup mieux, parce qu'ils parlent, bien sûr, ils parlent beaucoup plus facilement le russe qu'une autre langue. Eh bien, ils n'ont pas le droit de parler leur langue. Et là, ces violations inacceptables, eh bien, sont acceptées par l'Occident. Et Ursula von der Leyen, dont j'ai parlé plus tôt aujourd'hui, appuie Zelensky parce qu'il défend les valeurs européennes. Si les valeurs européennes sont le racisme c'est ce qui se passe contre les Russes et contre la culture russe. Eh bien, je ne suis pas optimiste sur l'avenir d'une telle Europe. Par conséquent, nous espérons que l'initiative de la Chine et du Brésil sera prise en compte parce qu'il est nécessaire d'appliquer la charte. J'en ai discuté avec nos amis et j'espère qu'on pourra élaborer une feuille de route si c'est ce qu'ils prévoient de faire. Mais ils devront prendre en compte les principes de la charte dans son ensemble. Parce que sinon, eh bien, ce sera la position occidentale qui s'exprimera il s'agit de la charte. Il y a un principe, c'est l'intégrité territoriale. Il n'y a que ça qui les intéresse. Ils oublient le droit des populations à l'autodétermination et c'est exactement ce principe, à savoir le droit à l'autodétermination qui constituait la base juridique de la décolonisation. Et en fait,
les dirigeants coloniaux ne représentaient pas les populations qu'ils dirigeaient. Ils les exploitaient. Ils exploitaient les ressources naturelles sur le territoire sur lequel vivaient ces populations. Et les populations ont décidé, vous n'êtes pas nos patrons. Nous voulons être indépendants. Nous voulons avoir des dirigeants qui sont acceptables pour nous. Et c'est exactement ce qui se passe en Ukraine, parce que le régime ne peut pas représenter les populations dont la langue, la culture, l'accès à l'information, les droits religieux sont éradiqués par la loi. Et la même attitude vaut pour pour le Donbass, la Novorossie, l'Est et le Sud de l'Ukraine. Ils n'acceptent pas la légalité de ce régime, et ce régime est anti-russe. Ce qui, y compris lorsqu'il s'agit de citoyens russes de l'Ukraine. En 2021, Zelensky, lorsque les accords de Minsk étaient toujours en vigueur et que les Ukrainiens luttaient contre le groupe de contact, et lorsqu'il a parlé des gens du Donbass de l'autre côté de la ligne de contact, et Zelensky a dit: vous les appelez des gens, il y a des gens et puis il y a des espèces. C'est exactement ce qu'il a dit. Voilà, c'est celui qui était Premier ministre après le coup. Il appelait les gens qui avaient rejeté le coup d'État des sous-hommes, etc., etc. Donc, ils ont publiquement considéré qu'ils éradiqueraient les Russes légalement, juridiquement et physiquement. C'est donc les représentants du bureau de Zelensky qui ont décidé de cela. Lorsque donc le régime de Kiev ne représente donc pas une portion importante des populations qui se considèrent comme des citoyens de l'Ukraine, et c'est pour ça qu'ils ont décidé par référendum de revenir en Russie. Voilà, donc je parle de l'initiative entre la Chine et le Brésil, enfin de la Chine et du Brésil. Nous avons été un petit peu surpris lorsque nous avons appris que la France et la Suisse avaient été invités en qualité d'observateur. La France, comme nous venons de le découvrir, ou comme elle l'a plutôt réitéré, est à la tête de la guerre donc en Ukraine contre la Fédération de Russie, et la Suisse n'est plus neutre depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose de très logique et de très prometteur. Donc on nous a dit, donc on a entendu de la part de nos amis brésiliens et chinois qu'ils étaient observateurs sans droit à la parole. Mais ils feront partie du processus. Donc nous avons exprimé cette préoccupation. Nous ne pensons pas que cela est nécessaire pour que les pays du Sud puissent promouvoir la paix ou pas. L'interprète présente ses excuses. La question n'est pas audible. Good morning, Mr. Minister Lavrov. Bonjour, Monsieur le Ministre. Allez-y, je vous en prie. I'm from newspaper Global, here in Brazil. Global Brésil. J'aimerais vous poser une question suivante. Les pays du G7 ont fait une déclaration ici au G20 sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et j'aimerais connaître l'opinion des Russes sur cette déclaration et la décision de dernière minute d'inclure le mot infrastructure.
excusez-moi, quelle était la première question? Est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Oui, ça marche pas bien, pardon. Les pays du G7 ont fait pression sur le Brésil pour faire une déclaration plus ferme au G20 sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et le mot infrastructure a été inclus à la dernière minute. Et j'aimerais l'opinion de la Russie sur cette déclaration et sur ce mot infrastructure. Et si je puis me permettre, s'agissant du décret que nous avons vu aujourd'hui sur la doctrine nucléaire, est-ce que l'Occident doit se préparer à l'utilisation par la Russie de l'arme nucléaire? Alors, sur la deuxième question, nous sommes fermement en faveur de ne pas permettre la guerre nucléaire. C'était la doctrine du temps des soviétiques. Reagan et Gorbatchev ont déclaré qu'il ne devait jamais y avoir de guerre nucléaire et que l'arme nucléaire ne devait jamais et qu'un État ne devait jamais commencer à utiliser de l'arme nucléaire. Nous avons voulu le réitérer en 2021 dans le format P5. Lorsque l'Ukraine a mené une guerre contre la Russie avec l'aide des Occidentaux, beaucoup de politiciens en Occident ont considéré qu'il pourrait y avoir un élément nucléaire dans cette guerre. Liz Truss, alors Premier ministre du Royaume-Uni, lorsqu'on lui a demandé si elle serait prête à appuyer sur le bouton rouge, elle a dit oui, bien sûr, ça fait partie des devoirs et obligations du Premier ministre. Les Allemands ont dit que les Russes devaient comprendre que l'OTAN était une puissance nucléaire. En France, la même chose a été mentionnée et beaucoup d'Européens, d'hommes politiques européens l'ont réitéré. Nous n'avons pour notre part jamais parlé de ce genre de choses. Et la réactualisation de notre doctrine ne contient rien que les Occidentaux ne sachent pas. Et les choses sont différentes. Je vais le dire de cette manière. S'agissant des documents sur ce qu'on peut faire sur l'arme nucléaire, nous sommes convaincus que l'arme nucléaire est en premier lieu une arme de contrainte visant à prévenir toute guerre nucléaire. C'est comme cela que nous traitons cette situation et l'Occident est moins honnête, je dirais. Il est choquant de voir que, y compris le Japon, fait passer une résolution à l'Assemblée générale en disant qu'il faut commémorer les victimes d'Hiroshima et de Nagasaki. Jamais, jamais cette résolution mentionne qui est responsable d'Hiroshima et de Nagasaki. Les livres scolaires au Japon, dans le chapitre où ils abordent 1945, commencent par la phrase le bombardement nucléaire d'Hiroshima et de Nagasaki, point, l'Union soviétique entre dans la guerre. Les Américains ne se sont jamais excusés et cela envoie un très mauvais message s'agissant de l'utilisation de l'arme nucléaire. Nous sommes aux avant-postes à l'Assemblée générale, au Conseil de sécurité et à l'AIEA pour défendre le fait que le monde ne devait pas être menacé par l'arme nucléaire. Et nous sommes
en faveur, y compris d'un monde débarrassé de l'arme nucléaire. C'est ce que nous voulons. Il y a un paragraphe générique qui veut être en conformité avec le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, qui dit que dans tous les conflits, il s'agit de ne pas s'attaquer aux civils et aux infrastructures civiles. Cela a été adopté. Et la déclaration parle de la Palestine, et ensuite il y a un petit paragraphe sur l'Ukraine qui salue toute initiative de paix et toute infrastructure dans ce contexte, ce qui signifie que nous condamnons toute destruction ou toute éradication des infrastructures sociales, que ce soit les écoles, les hôpitaux, et cela vaut pour Gaza, où elles n'existent plus. Et bien sûr, s'agissant à part les infrastructures sociales, il y a d'autres formes d'infrastructures civiles, notamment les infrastructures énergétiques. Et nous allons insister pour utiliser cette déclaration en particulier sur le fait que les attaques terroristes contre Nord Stream qui a fait l'objet d'un attentat il y a 2 ans, doit être utilisé comme argument pour garantir que les enquêtes sont transparentes. Pour le moment, les Allemands et d'autres Occidentaux qui ont fait les enquêtes ne donnent absolument aucun résultat. Et beaucoup de représentants américains. Lavrov aborde plusieurs aspects essentiels de la situation géopolitique actuelle, en soulignant la position de la Russie vis-à-vis des initiatives de la Chine et du Brésil. Selon lui, l'initiative sino-brésilienne, qui cherche à promouvoir la paix et une solution diplomatique au conflit en Ukraine, s'inscrit dans une logique de respect des principes de souveraineté et d'autodétermination des peuples. La Russie semble soutenir cette initiative, reconnaissant son approche plus équitable et moins biaisée que celle de l'Occident, qui, selon Lavrov, tend à imposer des solutions en faveur de certains intérêts géopolitiques. Lavrov fait référence à l'importance de ces initiatives dans le contexte du blocage des mécanismes de règlement des différends internationaux, comme l'OMC, qui ne parviennent pas à fonctionner correctement en raison des positions divergentes des grandes puissances. Ce blocage, ajouté à la guerre en Ukraine et aux pressions économiques internationales, a contribué à l'émergence d'un système multipolaire où la Russie cherche à renforcer ses partenariats avec des pays du Sud, en particulier les pays africains, asiatiques et sud-américains. La Russie, à travers ce discours, cherche à se positionner comme un défenseur de la souveraineté des nations face à des initiatives imposées par l'Occident. Sur le plan interne, Lavrov met également en lumière les progrès réalisés par la Russie en matière de sécurité alimentaire et de soutien aux pays en développement. Il souligne le rôle de la Russie en tant que fournisseur de produits agricoles et de ressources, tout en dénonçant les pratiques des États-Unis, qui, selon lui, achètent des céréales destinées à l'Ukraine, exacerbant ainsi les problèmes de pénurie alimentaire dans les pays du Sud. Enfin, Lavrov évoque la question de la France et de la Suisse, soulignant leur absence de légitimité sur la scène internationale en raison de leur implication dans la guerre en Ukraine. Selon lui, ces pays sont devenus des acteurs partiaux, ce qui les exclut des discussions sur des questions cruciales comme la sécurité alimentaire et la paix mondiale. L'analyse de Lavrov, qui s'inscrit dans la logique d'un renforcement des relations internationales de la Russie, met en lumière la rupture croissante entre l'Occident et les autres nations du monde, en particulier les pays du Sud. En insistant sur l'importance de respecter les principes d'autodétermination et de souveraineté, Lavrov défend la nécessité d'un ordre mondial multipolaire, où chaque nation aurait la liberté de choisir son propre avenir, sans interférence des puissances extérieures. Cette vision de Lavrov sur la diplomatie russe et l'influence croissante des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, reflète l'idée que la Russie ne souhaite pas seulement résister aux pressions occidentales mais aussi promouvoir un modèle alternatif basé sur le respect mutuel et la coopération. Cela inclut, selon lui, des solutions aux crises mondiales comme la faim et les conflits, en mettant l'accent sur la justice et l'équité. Et vous, que pensez-vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. À très bientôt.